Patrick, lapsus que nous allons corriger 10 fois plutôt qu'une, puisque votre nom reviendra périodiquement, ainsi que le nom de 3 romancières qui font l'objet de votre étude. Alors, merci à vous, du public, d'être là pour cette rencontre. Alors, le sujet, il est dans l'air, hein, parce qu'on va parler des femmes ce soir. Alors, et puis on va resserrer les femmes romancières, puis on va resserrer encore les femmes romancières, quelques femmes romancières dans le Québec des années 30, à partir de cette étude de l'amour et de l'audace, femmes et romans au Québec dans les années 30, ça c'est le sous-titre, et c'est paru aux presses de l'Université de Montréal. L'auteur est Adrien Rano. Mais moi j'ai des notes, alors c'est mon filet. Adrien Rano, docteur en littérature, en études littéraires de l'Université Laval et chercheur associé au CRILC. Le CRILC, comme vous le savez, étant le centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Donc la formule, dois-je vous la rappeler? On ne va pas réinventer la roue, hein, on va s'entretenir, Adrien Rano et moi-même, au cours de, mettons, une demi-heure à peu près. Après, vous serez invité à entrer dans la conversation avec vos questions. Et puis après, il y aura une séance de dédicace. Et puis au même moment, il y aura les bouchons qui vont sauter derrière. Et puis on pourra poursuivre l'échange de manière plus informelle. Et puis ce sera la partie plus mondaine de ce lancement et de cet entretien. Alors, c'est un portrait de groupe avec 3 romancières qui se détachent du lot, parce que c'est une période, je vais me tourner vers vous comme ça, là. Alors, 3 romancières qui se détachent du lot, Jovette Bernier, Eva Sénécal et Michel Lenormand. Michel Lenormand, c'est un pseudonyme, hein, pour ceux qui l'ignoraient, de Marie-Antoinette Tardif. Ces romancières sont à peu près, à l'exception peut-être de Jovette Bernier, à peu près oubliées aujourd'hui, ou en tout cas sur un second et 3e rayon de la littérature. Je vais vous demander de les présenter brièvement dans un instant, mais d'abord un peu de contexte semblable à votre étude d'ailleurs, où le premier chapitre est une mise en contexte tout à fait intéressant. Alors, citant des chercheurs qui s'appuient sur le recensement de 1921, vous rappelez que, et je vous cite, plus de la moitié de la population du Québec vivait dans les villes à cette époque-là. Donc du coup, je me suis demandé, le roman, l'essor du roman que l'on observe à ce moment-là, est-il un phénomène essentiellement urbain? Et par exemple, réservant la poésie ou le conte davantage au monde rural. Est-ce qu'on peut raisonner dans ces termes-là ou c'est excessif? Il faudrait y aller de façon plus complexe. C'est sûr qu'on a juste une demi-heure pour aborder plein de choses. Je pense que je prendrai la demi-heure pour répondre à cette question-là, ne serait-ce que parce qu'elle est extrêmement intéressante. Le phénomène d'urbanisation qu'on connaît au Québec depuis le tournant du XXe siècle a nécessairement ses répercussions sur le milieu littéraire et sur l'avènement progressif du roman. Et je pense que l'endroit où on le voit le plus, c'est peut-être dans l'imaginaire qui en émane. Dans les années 20 et les années 30, on s'éloigne de plus en plus des formes traditionnelles, le roman historique, les fictions du terroir, et on va davantage vers ce qu'on va appeler les fictions bourgeoises, les romans mondains, les romans urbains même, on appellera ça dans les années 30. Et c'est sûr que le paysage change, les formes narratives changent, la visée du roman, la morale qu'on pouvait trouver parfois dans les romans historiques ou dans les contes ou même dans la poésie s'éloigne de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et on a aussi l'éclosion de nouveaux personnages qui vont illustrer de nouveaux types. On avait l'agriculteur, le colon, le trappeur, le prêtre aussi, qui jouait un rôle important dans les sociabilités villageoises et qui se retrouvait dans les romans et dans les contes. On avait le paysan, exactement. La terre paternelle, ou Yvon Rivard, pas Yvon Rivard, qu'est-ce que je raconte? Jean Rivard. Jean Rivard, avec Jean Rivard, exactement. Lajoie. Et on va voir de plus en plus la bourgeoise. Ouais. L'écrivain, le journaliste, le petit ouvrier aussi, et ça amène quoi finalement donc il y a les années 20 et les années 30, mais dans les années 40, ça va amener les romans de la ville avec Roger Lemelin, et puis surtout à Montréal, Gabriel Roy et Bonheur d'occasion. Donc c'est une convergence de facteurs qui font évoluer à la fois le cadre, le sujet, les personnages, et puis du coup la forme aussi, la forme, tout en étant roman, la forme elle-même. Et ce qui a trait aux femmes évidemment, c'est que l'urbanisation, c'est
l'attrait aux villes, l'accès de plus en plus facile à des métiers en ville, à une éducation qui est globalement tournée dans les milieux urbains de grande et moyenne importance. Donc forcément, pour les femmes, c'est plus facile en ville d'accéder à ces réseaux-là, d'accéder aussi à une visibilité et finalement à la sphère de l'écriture. Ouais, et toujours lié au contexte, un autre trait de l'époque, un changement de paradigme dans l'entre-deux-guerres, c'est la séparation, dites-vous, des sphères médiatiques et littéraires. Hein? C'est-à-dire que le journalisme n'est plus la voie d'accès à la littérature. Pourquoi c'est fini, Balzac? Il l'est encore, et la circularité entre les deux pôles est tout à fait énorme. Et à ces deux pôles va d'ailleurs se greffer un troisième pôle qui est celui de la radio, avec Claude-Henri Guénion, Robert Choquette, Jovette Bernier. Tous ces auteurs-là vont se retrouver dans les journaux, dans la littérature et dans la radio. Ça sera un gagne-pain pour eux. Exactement. Et la fiction va évoluer vers une plus grande accessibilité, vers une démocratisation aussi des fictions, et notamment par la vague des radioromans. Mais il faut bien voir que la presse n'est plus le seul support par lequel on édite des romans. Il y a des éditeurs modernes qui se mettent en place et qui font plus que 2 ou 3 années. Avant, c'était le libraire ou la presse qui jouait ce rôle-là. Hein, les éditions du Devoir, les éditions de la Patrie. Avec les années 20 et les années 30, c'est Albert Lévesque, c'est Édouard Garand. Et ça ouvre la voie aussi à une édition professionnelle et forcément à une recrudescence des textes parus en volume. Et c'est ça aussi qui est important, cet attrait de plus en plus fort et cette recrudescence des volumes au détriment du journal qui joue quand même un rôle, bien entendu, très important dans la littérature. Donc ces auteurs que vous citez, ils ne gagnent pas leur vie, ils gagnent leur vie, ils trouvent une source de revenus dans ces médias, mais ce ne sont pas par des écrits journalistiques, c'est par leur œuvre, parce qu'on leur commande des dramatiques ou on leur commande des contes ou des choses du genre? Entre autres, oui, et puis les romancières que je traite, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais Bernier et Lenormand continuent quand même de tenir des chroniques féminines. Pour Bernier, bien entendu, ça va être la radio à partir des années 30. Donc il y a une production surtout qui se diversifie. Et ça, c'est important. À la base, les femmes entraient dans la littérature par la voie du journal. Après les années 20, il va y avoir un peu de poètes, notamment Bernier et Sénécal. Dans les années 30, elles peuvent être à la fois romancières, poète, journaliste, scriptrice pour la radio, animatrice de réseau, de cercles littéraires. Et ça, évidemment, cette diversification montre bien que les portes sont de plus en plus enfoncées pour les femmes. Elles ne le seront pas de façon égale avec les hommes, mais elles prennent de plus en plus d'assurance et surtout de place dans les multiples recoins du champ littéraire. Donc l'activité journalistique a été bénéfique à ces femmes. Tout à fait, et elle a nourri d'ailleurs leur production littéraire. Quand on pense à Bernier, La chair décevante, il y a une construction en fragments qui rappelle bien entendu les chroniques qu'elle écrivait, et d'ailleurs elle s'adresse des fois au vous, avec ce voyez-vous, le temps passe. Là on est vraiment dans une chronique féminine de l'époque. De la même manière avec Michel Lenormand, elle va reprendre ses chroniques et elle va en faire des sections de ses romans en 1933. C'est chronique dans le Devoir. Exactement. Dans son cas. Alors, présentez-nous brièvement ces 3 romancières. Allons-y. D'abord, Jovette Bernier. La plus connue des 3, on peut dire ça. Hein? En 30 secondes. Une minute, une bonne minute. Jovette Bernier, née en 1900, elle est de Rimouski, donc du bas du fleuve. Elle arrive dans les années 20 à Québec puis à Sherbrooke, et Sherbrooke c'est un peu le lieu où se développe l'activité littéraire de l'époque, surtout l'activité littéraire moderne, profondément individualiste et qui remet en question un certain nombre de conventions sociales et littéraires. Donc Jovette Bernier va arriver à Sherbrooke, elle devient chroniqueuse à la Tribune, elle publie des recueils de poèmes, elle obtient d'ailleurs un accueil tout à fait favorable, des prix, une reconnaissance des pairs, et en 1931, au retour en fait d'un voyage en Europe, elle se met à écrire un roman de 150 pages qui va être La chair décevante et qui va créer le scandale. Après ça, Jovette Bernier va rééditer son roman, produire un nouveau recueil de poésie et finalement s'éloigner de la sphère littéraire. Elle va continuer à faire des petites choses, des petits poèmes dans des journaux, mais elle va s'éloigner pour prendre le carrefour de la radio avec les années 30. Donc ça c'est pour Bernier, qui reviendra au roman à partir des années 60 avec un deuxième roman, Non Monsieur, qui est un best-seller en 69, qui gagne quand même un prix et qui fait plus de 5000 exemplaires vendus. Ce qui explique peut-être que son nom aujourd'hui ne soit pas en tout cas totalement inconnu. Et entre-temps, elle aura été scriptrice pour la télévision, elle a fait des téléromans, elle a été chroniqueuse à Châtelaine entre 60 et 74. Donc c'est la personne dont on a le plus encore le souvenir,
souvenir, et il y a des personnes qui se souviennent encore de ces programmes radiophoniques, Quelle nouvelle, Bonjour Madame. Donc la mémoire reste encore un peu, et grâce aux études féministes, grâce donc à cette vague de redécouverte des femmes, dans les années 80 et 90, on s'est intéressé à cet auteur-là qui allait beaucoup plus loin que ce qu'on voulait faire avec des œuvres pour les femmes à cette époque-là. Eva Sénécal. Elle est moins... elle est tout aussi fascinante pour le côté très aventureux de la chose et le côté aussi très effronté. Eva Sénécal, elle est dans la même région que Sherbrooke, elle est à la Patrie, et c'est une jeune fille qui a interrompu ses écoles, ses cours, qui a souffert d'une grave maladie, et qui commence à écrire un peu par accident. Qui vient d'un milieu modeste, elle aussi d'un fond de rang, elle a été à l'école mais très peu, et elle vient à la littérature par accident, et elle va jouer avec cette espèce d'image, de mythe de la poète chétive, maladive, mais qui est évidemment inspirée par les grands dieux de la poésie, de la littérature. Donc ça, c'est l'image qu'elle va mettre de l'avant pour... Mais tout ça, c'est furieusement romantique. Ah, mais Eva Sénécal, c'est la plus romantique des trois, et c'est celle qui va le plus jouer avec cette image qu'on retrouve, par exemple, chez Nelligan ou chez Albert Lozo, à la même époque. Elle publie des poèmes, des recueils, qui vont même avoir des prix, et elle aussi se lance dans l'aventure du roman parce qu'elle sent bien que c'est là qu'elle peut avoir sa place de première femme de lettres au Canada français. Un roman qui publié la même année que Jovette Bernier, donc dans la même collection, chez le même éditeur, c'est Dans les ombres, qui crée lui aussi le scandale, parce qu'il est question d'adultère. Évidemment, un adultère dans la fiction de cette époque-là, c'est très mal vu, et c'est comme si on encourageait les jeunes filles à aller vers la position de l'adultère dans la vie sociale. Elle fait un deuxième roman qui est moins réussi, certainement, et surtout qui va créer un petit scandale dans les pages du Canada, parce qu'elle réagit très mal aux critiques qu'elle va recevoir de Claude-Henri Grignon. Le Val d'Ombre. Le Val d'Ombre, qui fait une critique totalement dévastatrice, et de Albert Pelletier, qui est aussi son mentor de l'époque, et elle écrit coup sur coup 2 lettres pour dire à quel point ces critiques n'ont rien compris à la littérature, comme quoi ils sont totalement déconnectés du monde littéraire actuel et de la jeunesse. Et évidemment, une jeune femme qui dit ça, qui n'a presque plus de réseau parce qu'elle s'est brouillée avec tout le monde, eh bien c'est un peu comme si elle faisait un suicide littéraire. Elle brûle ses vaisseaux. Là. Exactement. Tout le monde lui tombe dessus, et finalement elle se retire de la vie littéraire et elle va embrasser une carrière dans la fonction publique. Alors et elle écrira plus après, si ce n'est quelques nouvelles dans les années 40 qui paraîtront dans les revues. Donc ça va tourner court en ce qui la concerne. Michel Lenormand, c'est un pseudonyme, non? Exactement, le pseudonyme de Marie-Antoinette Tardif. Alors Michel Lenormand, on la connaît parce que c'est la femme de Léopold Desrosiers. Les engagés du Grand Portage. Ouais. Une chroniqueuse qui va faire paraître plusieurs textes dans un volume qui s'appelle Autour de la maison, et qui va être un best-seller en 1916, la même année que Les Rapaillages de Lionel Groulx, qui, les Rapaillages eux aussi, seront best-sellers. Et le livre va être réédité plusieurs fois, ça va être un peu son gagne-pain, et elle va vivre sur la diffusion de ce livre-là dans les écoles notamment et les institutions religieuses. Qu'est-ce que c'est un best-seller dans les années 30? Est-ce qu'on a des chiffres? C'est à peu près 2000-2500 quand même de volume, hein, si on veut, et c'est surtout le tapage médiatique qu'on peut avoir autour de ça, et surtout le best-seller, c'est le moment où on le réédite très peu de temps après. Ah oui. La chair décevante est un best-seller parce que 2 ans après, Jovette Bernier le réédite à ses propres frais. C'est la même chose avec Michel Lenormand et Autour de la maison, qui va être réédité, je pense, 5 ou 6 fois du vivant de l'auteur. Alors Michel Lenormand, au début des années folles, elle commence plusieurs trames de romans qui sont à caractère très autobiographique, et elle va finalement les éditer en 1933 et 1937. Pour une réception qui sera finalement assez mitigée. On ne crie pas au chef-d'œuvre. Elle essaye de faire un peu comme Maria Chapdelaine, de Louis Aymon, mais ça ne marche pas. Elle essaie de faire aussi un roman psychologique qui reçoit finalement très peu d'enthousiasme de la part de la critique de l'époque. Donc ce seront des romans qui vont continuer à exister, notamment parce qu'elle s'affaire véritablement à les vendre, notamment dans les institutions religieuses, et qui vont être réédités chez Fides, qui est l'éditeur catholique dans les années 40 et 50. Donc ces livres-là vont être réédités, mais ça dépend surtout de l'énergie que Michel Lenormand met dans la réédition de ses propres livres, et dans l'édition et la réédition aussi, et ça c'est important, des livres de son mari. Et c'est en ça que Michel Lenormand est aussi une écrivaine, mais presque l'impresario, hein, la femme qui s'occupe des livres de Léopold Desrosiers. Parce que Léopold Desrosiers était très connu. Les engagés du Grand Portage, c'est paru chez Gallimard, ça, à l'époque...
un peu grâce à Puis au journal Le Devoir, c'est-à-dire les imprimeries du Devoir, non? En fait, le Devoir le voulait à la base, les engagés du Grand Partage, et c'est Michel Lenormand et Desrosiers qui vont négocier avec Henri Pourrat, qui est l'auteur français, qui est un peu la porte vers la NRF, vers Gallimard, qui a tout un réseau évidemment établi en France. Et Michel Lenormand a un rôle très, très fort dans cette publicisation quand même des engagés du Grand Partage en France. Elle le pousse à éditer dans l'Hexagone, elle le relit beaucoup, elle commente énormément. C'est pour ça que le rôle de Michel Lenormand, qui est passablement oublié, a quand même été a été considérable pour la trajectoire d'un homme comme Desrosiers, qui a connu une gloire quand même dans la collection blanche de Gallimard avant Ducharme. Oui. Dans les années 25, alors le Normand, Montréal et puis Paris, on peut dire comme pôle, on y reviendra, mais dans les années 25, vous l'avez dit au début, Sherbrooke est un foyer littéraire significatif, et vous le montrez d'ailleurs dans votre étude. Quelle est la place de Jovette Bernier et Eva Sénécal dans ce milieu? Est-ce qu'elles font figure d'exception en tant que femmes? Est-ce qu'elles sont tolérées? Est-ce qu'elles sont de plein pied? Quel est leur statut? Ce qu'il faut voir, c'est que Sherbrooke est d'abord un pôle industriel et commercial en pleine effervescence à l'époque, et Sherbrooke dispose aussi d'une presse qui est tout à fait vivifiante. Et cette presse est notamment tenue par La Tribune, donc qui est le journal de Sherbrooke. Le quotidien. Exactement, qui est un quotidien à cette époque-là, qui est tenu par Florian Fortin, et à La Tribune gravitent un certain nombre d'hommes et de femmes de lettres. Alors il y a Alfred Desrochers, quand même le personnage peut-être le plus connu, et qui est un animateur de toute cette vie littéraire sherbrookoise. Alfred Desrochers, il y a des poètes, des femmes poètes qui s'y joignent aussi, comme Alice Lemieux, Simone Routier, Françoise Godesmet, Louis Dantin, qui lui est exilé à Boston, manifeste véritablement un intérêt pour cette production tout à fait nouvelle, marquée par l'individualisme, par la tendance aussi à l'épanchement, à l'illusion ou à la désillusion amoureuse. De toute façon, il y a des correspondances qui se nouent. C'est ça, et les correspondances que j'étudie justement entre Dantin et Bernier, mais toutes les correspondances permettent justement de jouer ce jeu d'une activité florissante à Sherbrooke sur le plan littéraire et culturel. Il y a des premières théâtrales, il y a des banquets, la Société des auteurs canadiens se réunit, on décerne tel prix, on met à l'honneur Louis Dantin en 1930. Tout ça montre bien que Montréal reste la capitale littéraire à cette époque-là, mais que Sherbrooke est un lieu où il faut peut-être faire sa place, et notamment grâce au journal La Tribune et à son service d'édition. Plus que Québec ? Comme deuxième pôle? Parce qu'il y a une école de Québec aussi. C'est pas la même chose. L'école de Québec est un peu vieillissante à ce moment-là quand même. Non, Québec reste quand même une grande ville littéraire, notamment avec les journaux aussi, comme l'Événement, et puis comme Alphonse Desilets, qui est l'animateur de cette époque-là. Mais il faut voir qu'il y a une décentralisation de l'activité littéraire. On parle de Sherbrooke, mais on peut tout aussi bien parler de Trois-Rivières avec l'abbé Tessier, Clément Marchand, les éditions du bien public, on les connaît, qui dans les années 30 s'affairent aussi à produire une littérature et une culture propre à ce bassin régional-là. Donc ces années-là, si je vous comprends bien, à la différence d'aujourd'hui où il y a Montréal et le reste du Québec, dans ces années-là, en tout cas sur le plan culturel, c'était plus éclaté. Il y a quand même des choses qui se passent aussi à Sherbrooke encore, et à Trois-Rivières, c'est encore plus vivifiant, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, l'endroit où il faut se retrouver pour faire la littérature qu'on appellera de moderne, c'est Montréal, et c'est Sherbrooke. Ah, Sherbrooke. Sherbrooke va peut-être décliner, mon Dieu, il n'y a pas de spécialiste de la littérature à Sherbrooke dans ces années-là, mais la littérature la vie culturelle, le bouillonnement va un peu péricliter à partir des années 35. Entre 25 et 1930, c'est clair que c'est une capitale littéraire moindre, mais quand même tout aussi importante que Montréal. Et si je vous entends bien, donc ces femmes, pour revenir à ma question, elles sont de plein pied, elles s'inscrivent de plein pied dans cette vie littéraire sherbrookoise. Elles sont dans les salons littéraires, elles présentent elles aussi des pièces de théâtre, des pièces en un acte. Elles sont chroniqueuses à La Tribune, et donc forcément, qui dit chronique dit régularité de la signature, dit présence dans les lieux mondains. Jovette Bernier, par exemple, elle le dit clairement, elle couvre les enterrements.
Alors les enterrements, c'est quand même le lieu, à ce moment-là, le moment où on se retrouve, hein, bien entendu, entre gens de la bonne bourgeoisie et des mondanités, mais elles sont dans les journaux, dans les lieux, dans les événements, et la correspondance, vous en parliez, joue un rôle évidemment très fort. Par exemple, pour Sénécal, elle est à 60 km de Sherbrooke, mais la correspondance lui permet de réduire un peu l'espace qui la sépare et de se tenir au courant de toutes les activités de la tribune, des va-et-vient de ses consoeurs et de ses confrères. Ces femmes sont-elles aussi ambitieuses que les hommes sur le plan littéraire? Peut-être même plus, mais parce que la situation est évidemment très différente pour les femmes, pour leurs conditions d'expression, leurs conditions de publication, de réception. Il y a une place à faire qui est totalement différente, et c'est sûr que les hommes aussi sont ambitieux, hein, on s'entend là-dessus, mais il y a plus d'obstacles, me semble-t-il, et plus de barrières qui se posent aux femmes, plus de contraintes qui les entourent. Alors c'est sûr que quand on veut imposer son nom, soit il faut embrasser ces conventions-là, ce conformisme, soit il faut mettre à bas toutes ces barrières qui les entourent. Et là, c'est le cas par exemple de Sénécal et de Bernier, qui cherchent toutes les deux à faire des scandales. Donc elles sont ambitieuses aussi dans leur volonté de remettre un peu au goût du jour certaines nouvelles esthétiques au Canada français. Et elles sont peut-être des stratèges aussi, à supposer que ces scandales soient... C'est tout à fait des stratégies pour Bernier. Oui. Elle le dit dans ses lettres à Dantin. Elle veut utiliser le titre La chair décevante pour faire vendre le livre. Alors là, on est clairement dans une vision très marketing, mais c'est exactement ça. Ces femmes-là font la même chose que les hommes, sauf que c'est sûr qu'il y a un tabou, hein, qui entoure, parce que les femmes fassent de la littérature comme les hommes, qu'elles usent des mêmes stratégies. C'est pas tout à fait bien vu à l'époque. De la même manière avec Eva Sénécal ou Michel Lenormand, qui vraiment s'affairent à négocier leur place dans la vie littéraire de l'époque. La posture romantique dont on parlait, c'est une posture, donc c'est forcément une stratégie mise en place au fil des lettres par Sénécal et dans son expression publique. Alors, négocier sa place dans le paysage littéraire de l'époque, c'est une chose. Est-ce qu'elles ont l'ambition aussi de construire une œuvre, de laisser une œuvre? Est-ce qu'elles se projettent dans l'avenir? Il y a une ambition commerciale à court terme, mais une ambition, disons, plus haute, littéraire. Ça dépend là des cas, et c'est là qu'on voit vraiment des particularités dans les parcours. Pour Eva Sénécal, elle veut être la première femme de lettres au Canada français. Donc il y a déjà aussi une dimension très historique, événementielle. Je veux créer un nouveau courant, je veux m'imposer comme la pionnière, et on sait que être la pionnière, c'est important en littérature, et notamment en littérature des femmes, mais elle cherche véritablement à s'inscrire sur une plus longue durée. Pour Georgette Bernier, c'est peu perceptible. Là où c'est vraiment intéressant, c'est avec Michel Lenormand. Parce que Michel Lenormand, son journal intime, qui est d'ailleurs un trésor, et je pense que tout le monde devrait aller à BNQ Vieux-Montréal, ok, un peu de pub là, mais c'est vraiment un fonds d'archives, le fonds Michel Lenormand, très intéressant, et le journal intime couvre à peu près 50 ans de la vie de Michel Lenormand. Et là-dedans, elle explique qu'elle veut faire une œuvre qui dure, qui rende gloire à la patrie, qui rende gloire à son nom, au nom de son mari, au nom de ses enfants. Alors là, on voit qu'il y a une volonté de s'inscrire dans la littérature, mais sous tous les plans, c'est-à-dire le plan public, le plan privé, le plan familial, et finalement de faire une œuvre qui dure. Et ce sera finalement un peu l'ironie de la chose, c'est qu'elle n'arrivera pas à s'implanter durablement dans l'histoire et dans la mémoire collective. Oui, l'ironie et la tristesse aussi de la chose, parce que sa vie, enfin, vous verrez, vous verrez en lisant. Elles ont des mentors, hein, vous l'avez dit. Georgette Bernier, c'est Louis Dantin. Eva Sénécal, c'est Alfred Desrochers. Dans quelle mesure la figure de l'homme et celle du mentor se confondent-elles dans leur esprit? Je sais bien qu'on ne peut pas entrer dans la psyché de ces femmes, mais peut-être un peu tout de même. Dans la psyché, certainement pas, mais dans leurs lettres, c'est sûr qu'il y a un jeu. Hein, elle joue sur l'aspect du mentorat, mais aussi sur l'aspect sentimental. Et là, c'est le cas le plus important, le plus intéressant à étudier, c'est celui de Georgette Bernier. Georgette Bernier adopte une posture de mentoré vis-à-vis de Louis Dantin, qui est le critique et l'homme, un peu l'animateur de la vie littéraire de l'époque, surtout moderne. Et elle dit, j'ai hâte de vous dire, parrain, regardez votre filleule, soyez fiers de moi. Et puis, progressivement, la correspondance va prendre un tournant beaucoup plus inattendu, très intime, basé sur le jeu de la féminité exacerbée, je suis une femme avec des sentiments, et puis ça tombe à un moment, une déclaration d'amour, je vous aime. Elle ne l'a jamais vu.
Louis Dantin a 65 ans, elle en a une vingtaine. Lui étant aux États-Unis. Ceci explique peut-être cela, qu'elle ne l'ait jamais vu. Mais tout ça est de l'ordre du fantasmé, du sublimé, c'est sûr. Mais ce sont des écrivains, c'est normal. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que ce sont des écrivains et des écrivaines, donc forcément le médium de la correspondance, ça reste quand même de l'écriture, ça reste de la littérature. Donc le jeu avec les images, avec les métaphores, avec la manière de démontrer son amour, de l'amener progressivement. Oh, je n'ose pas, j'ai quelque chose qui trotte dans ma tête, et puis au bout de 3 pages, ah ça y est, je vous le dis, au bout de 3 points, je vous aime. Et là, c'est sûr que c'est un jeu pour aussi négocier sa place par rapport au mentor. Hein, il y a une forme d'admiration de la part du personnage que s'invente Jovette Bernier, mais c'est aussi une manière de se montrer comme écrivaine, comme femme, et surtout comme femme libre, qui est capable d'aimer qui elle veut au gré de ses sentiments et qui n'en a que faire des conventions. Et c'est ça qu'on retient de la correspondance de Jovette Bernier, cette manière d'aller un peu entre les lignes et de s'inventer une posture d'inconventionnel, et le mot même est d'elle. Ouais. Leurs romans ont des modèles assumés, vous les montrez. Pour Jovette Bernier, c'est Gide. Pour Eva Sénécal, c'est Pierre Loti. Pour Michel Lenormand, c'est Lionel Groulx, le Lionel Groulx de L'Appel de la race. Et Laure Conant, où est Laure Conant dans cette histoire? Elle ne joue aucun modèle. Vous dites même qu'on peut douter de son influence. Pourquoi? Elle est déjà canonique à ce moment-là, non? Un peu? Oui, mais pourquoi? C'est bien la question. Pourquoi Laure Conant est canonique à ce moment-là? Elle décède en 1924, si je me souviens bien. Elle est remémorée, célébrée à cette époque-là, non pas pour ses romans psychologiques, mais pour ses romans historiques. Angéline de Montbrun. On laisse tomber Angéline de Montbrun. Angéline de Montbrun est évidemment vendue, on connaît, mais c'est surtout La Sa vie mortelle, L'obscure souffrance, donc tous ces textes historiques avec une morale déchirante, très emblématique aussi de la période. Donc Laure Conant est le modèle de l'écrivaine, de celle qui a eu une vocation d'écrivaine, mais sur le plan strictement littéraire, esthétique, elle est totalement absente parce que on n'a pas oublié, mais on a laissé de côté cette inspiration psychologique que pouvait avoir par exemple Angéline de Montbrun en 1880. Laure Conant va être redécouverte avec Angéline de Montbrun à partir des années 50. Entre les années 20 et les années 50, c'est surtout les romans historiques qui demeurent. Donc pour ces femmes, il n'y a pas de modèle féminin? Il y en a un tout petit peu du côté de Michel Lenormand avec les auteurs anglo-saxonnes, Catherine Mansfield et Virginia Woolf. C'est peu perceptible, mais quand même dans cette manière de mobiliser le courant de conscience, hein, ce qu'on appelle le stream of consciousness. Tout ça dépend des auteurs anglo-saxons. Et on sait par les journaux intimes de Michel Lenormand que ces auteurs-là sont lus. C'est James Joyce, mais c'est aussi Virginia Woolf avec Night and Day. Donc c'est sûr que cette inspiration là, et en plus elle assume le fait qu'elle aime beaucoup Virginia Woolf et Catherine Mansfield, ça se retrouve dans certains passages, dans certains chapitres de ses romans. Michel Lenormand précisément, qui a fait des études supérieures, elle, contrairement aux deux autres, sauf erreur de ma part, a fait des études de lettres, elle a vécu à Paris, vous l'avez dit, elle est l'épouse de Léopold Desrosiers, alors très connue. Est-elle en meilleure posture symbolique, on va dire, que les deux autres femmes? D'abord, elle a une éducation qui est quand même très prestigieuse, doublement prestigieuse parce qu'elle est allée à l'université à Montréal et à l'université à Paris. Et là, le retour d'Europe, ça joue encore à ce moment-là, dans les années 20 et les années 30. Aller à Paris pour se former pendant 1 an, rencontrer les auteurs de là-bas, se fricoter avec les esthétiques de cette région-là, qui est quand même la capitale mondiale de la littérature à l'époque. C'est sûr que symboliquement, ça vaut beaucoup plus que, malgré tout, d'aller juste à Sherbrooke et à Québec et à Montréal pour parfaire un peu son art littéraire. La deuxième chose que Michel Lenormand a, c'est évidemment une stabilité au niveau économique. Elle a une éducation proprement bourgeoise qui lui permet aussi de rayonner dans certains cercles plus ou moins inattendus, en tout cas en dehors de la littérature. Michel Lenormand, elle a donc cette stature plus forte symboliquement que les deux autres, et ça se voit aussi dans la manière avec laquelle elle va gérer son commerce et sa littérature sur 40 ans. Les deux autres quittent la littérature ou bifurquent vers autre chose ou y retournent un peu à un moment. Michel Lenormand est une écrivaine constante. C'est une femme d'affaires. Et une femme d'affaires. Ça, c'est ce que Michel Lacroix disait, et je pense que le mot s'applique très bien. De 1916, le moment où elle publie Autour de la maison, à 1964, c'est une femme qui gère
sa littérature comme on gère une business, et qui le gère très bien, parce qu'elle a aussi eu des mentors, des hommes qui lui ont expliqué, notamment Albert Lozo, hein, qui lui montrait comment choisir son éditeur, comment bien gérer l'impression de son livre, et ça, ben, évidemment, les autres ne l'ont pas ou ne l'ont que tardivement. Ouais. Le mariage et la maternité sont reportés pour plusieurs d'entre elles, pas toujours sacrifiés d'ailleurs. Ont-ils été des entraves malgré tout, le mariage et la maternité? Là encore, c'est à partir de Michel Lenormand qu'on le voit le plus, parce que le journal intime est un moyen de concevoir comment une femme de cette époque-là, mariée à un grand romancier, qui lui-même a des obligations journalistiques, hein, il est quand même chroniqueur au Devoir, ensuite il est attaché parlementaire, il va être ensuite à la Bibliothèque de Montréal. Michel Lenormand a après 3 enfants, elle est quand même à Ottawa, donc elle est en dehors aussi de l'activité littéraire. C'est sûr que la maternité et la vie conjugale prend beaucoup de place, parce qu'il faut gérer tout ça. Il faut gérer aussi un mari qui, selon Michel Lenormand, n'est pas facile, hein. Léopold de Rosier, il est toujours morose, il boit du noir, donc évidemment il faut gérer et rattraper certains coups. Et leur couple bat de l'aile, à un moment donné. Au début des années 40, il y a même une séparation dans l'air qui se met en place. Alors ils reviennent ensemble après, mais c'est sûr qu'il faut gérer tout ça. Il faut gérer aussi la correspondance du couple. Et ça, c'est Michel Lenormand qui le fait. Alors ça laisse très peu de place pour la littérature. Et en même temps, et c'est ça qui est tout à fait fascinant à lire chez Michel Lenormand dans son journal, c'est que chaque jour, elle consigne les heures qu'elle a accordées à sa littérature. Aujourd'hui, j'ai écrit 2 heures. Ce soir, je me remets à mon roman. Puis le lendemain, évidemment, elle est dans une mauvaise passe, alors elle se dit, de tout ce que j'ai écrit, finalement, ça ne vaut pas grand-chose. Mais constamment, elle note les heures qu'elle passe à sa table d'écriture, et elle essaye de négocier justement toutes ces occupations-là. En plus, elle aime faire du sport. C'est une skieuse, c'est une cycliste, elle anime des réunions de jeunes filles où elle leur fait lire François Mauriac, André Gide. Mon Dieu, c'est une femme d'affaires, une femme avec un agenda bien rempli, mais qui quand même va continuer de produire et tenir son bout au fil des années. Et faute de documents pour les 2 autres, on ne sait pas donc la place on connaît un peu l'amour, le mariage, la maternité. On connaît un peu la situation conjugale des deux. Pour Sénécal, elle va se marier après sa sortie de la vie littéraire. Pour Jovette Bernier, alors là c'est une nébuleuse, hein, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il y en a qui disent qu'elle a été mariée, en fait non, elle a juste eu un concubin. D'ailleurs ça a créé un peu les grands éclats à cette époque-là, parce que vivre avec un homme sans être marié, même dans les années 40, les années 30, c'était quand même un peu du scandale. Mais les deux n'ont pas eu d'activité littéraire en étant mariés, et elles n'ont jamais eu d'enfants non plus. Là où on peut peut-être trouver cette proximité avec Michel Lenormand, c'est quand Jovette Bernier doit à sa charge les 6 enfants de sa sœur qui décèdent en 1930, et là donc elle doit assurer un peu leur survie sur le plan économique. Mais sinon on n'a pas la même situation au niveau conjugal et au niveau de la maternité que Michel Lenormand. Vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Lenormand tend à se donner des modèles littéraires féminins comme Virginia Woolf et Catherine Mansfield, alors qu'on l'a vu aussi, Eva Sénécal et Jovette Bernier ont des mentors masculins. Est-ce que cela fait une différence dans l'élaboration de l'œuvre et la conscience de soi comme romancière et le statut des romancières du coup dans la société? Alors c'est vrai que Michel Lenormand a des modèles féminins, mais elle a aussi, et en fait surtout, des modèles masculins. On en parlait tout à l'heure avec Lionel Groux. On en parlait aussi avec les romanciers. Mais qu'il existe des femmes aussi, des modèles féminins aussi, ça peut... C'est sûr que pour elle, c'est tout à fait particulier. Pour Bernier et pour Sénécal, le seul modèle féminin qu'on peut trouver, c'est en poésie avec la comtesse de Noailles, en France. Évidemment, dans un milieu littéraire qui est totalement différent, avec aussi une origine sociale, un prestige symbolique qui est tout à fait différent de ce qu'on peut retrouver au Canada français. Est-ce qu'on voit une différence? On voit la différence dans le fait aussi et en fait aussi et surtout de se présenter comme la première. Et ça, c'est avec Eva Sénécal surtout qu'on le retrouve. Pour elle, il n'y a pas eu de femme écrivaine avant elle. Et Laure Conan, d'ailleurs, n'existe pas. Hein. D'ailleurs, Alfred Desrochers va lui dire, il faudrait peut-être lire Marie Lefranc avant de dire ça quand même. Retrouve ta place après ça. Mais non, il n'y a pas de différence, si ce n'est peut-être cette volonté de se proposer comme la première. Pour Jovette Bernier, elle n'en parle jamais. L'influence littéraire, tant masculine que féminine, l'importe peu. Elle, ce qui l'intéresse, c'est justement de négocier
cette place avec ce mentor, avec cet amoureux, avec ce confident, qui lui apparaît d'ailleurs comme un homme à suivre et un modèle à suivre sur le plan littéraire et sur le plan aussi social. Hein. C'est un homme de l'inconvention, hein, Louis Dantin. Mais il n'y a pas de modèle qui percole dans la correspondance, si ce n'est donc juste dans le roman et dans les intertextes qu'on peut trouver, mais après avoir vraiment compris les références, notamment avec Gide. Oui. Les historiens de la littérature québécoise, vous le soulignez, par exemple Maurice Lemire, que vous citez à un moment donné, font de l'amour le sujet de prédilection des auteurs femmes. Or, votre conclusion, après avoir cerné de près leurs œuvres, c'est que ces romancières refusent d'adhérer, c'est ça que vous dites, refusent d'adhérer complètement au modèle sentimental traditionnel et à l'association femme-amour. Donc, c'est des amours adultères ou c'est des amours différentes, en tout cas, pour le plus grand malheur de leurs personnages, pourrait-on dire, et même des romancières elles-mêmes. Il n'y a pas de présence solaire chez les romancières des années 30, plus généralement. Tu sais, je pense à Colette en France, par exemple. Il n'y a pas d'équivalent pour elle de... Non, pas pour Colette, malheureusement. On peut trouver une certaine ressemblance, par exemple, entre Jovette Bernier, la chair décevante, et la vagabonde de Colette, dans ce récit à la première personne, dans cette manière de se chercher. La liberté, notamment. La liberté féminine, la liberté par rapport aux conventions. Mais jamais de façon assumée. Alors, Jovette Bernier a-t-elle lu Colette ? Probablement, on ne peut pas ne pas connaître Colette et surtout être allé 3 mois en France sans avoir ne serait-ce qu'appréhendé un certain peu... Surtout à l'époque, non. Exactement, c'est comme ça qu'elle connaît Gide, c'est comme ça qu'elle connaît Colette. Mais là, on est vraiment dans un peu un peu de la présomption. Hein. On ne le sait pas, on manque un peu d'archives, malheureusement, on n'a pas la bibliothèque de Jovette Bernier, ça ce serait fascinant, parce que je suis sûr qu'on pourrait retrouver justement toutes les références qu'elle a. Pour Sénécal non plus, même si c'est certain, elle connaît Pierre Loti, donc elle doit bien connaître donc Colette, Lucie de la rue Mardru, enfin toutes ces romancières-là, qui ont aussi repoussé un peu les limites et qui ont tourné le roman d'amour sur autre chose, sur lui-même, si on peut dire ainsi, pour l'amener vers plus d'introspection, vers plus de psychologie féminine. Et c'est là qu'on voit peut-être les ressemblances, sans pouvoir les authentifier certainement. On peut mettre en place un certain nombre de points de convergence où on voit que le roman d'amour va vers autre chose, tant chez les romancières de la Belle Époque que chez les romancières des années 30. Mais l'amour reste la grande affaire des femmes romancières, non? Des romancières. C'est un point de départ, mais c'est pas le point final. Le roman d'amour, c'est la conjonction des deux. Hein. Ils finirent heureux. C'est pas ça que nous disent les romans. Et ça a été une grosse affaire de la recherche en tant que telle, c'est d'essayer de plaquer la lunette du roman d'amour, alors que ça ne marche pas. Très vite, les deux amoureux ne vont pas ensemble. Il y a des problèmes sociaux qui se posent, mais il y a aussi des problèmes existentielle. Et c'est ce en quoi le roman de ces femmes-là, que ce soit Bernier, Lenormand ou Sénécal, ou Lucie Clément, une autre romancière, rejoint tout à fait la production masculine de cette époque-là. Et ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, c'est qu'on a toujours vu ces femmes-là dans un petit enclos. Hein. Les femmes évoluent avec l'amour, dans leur petit trait carré. Elles sont totalement absentes des dynamiques. Hein. Non, on ne le sait pas. Elles ont leur petite manière à faire. Et puis les hommes sont ailleurs. Ils sont dans l'ensemble de la vie littéraire. C'est pas vrai. Les femmes vivent dans la vie littéraire des hommes aussi. Elles se lèvent le matin. Elles vont travailler avec les journalistes, avec les romanciers. Donc forcément, elles sont dans les mêmes dynamiques. Et la grande découverte, moi ce que je pense être une grande découverte, c'est que ces romancières-là font la même littérature que les hommes, et surtout, elles amorcent clairement, profondément, les romanciers de l'inquiétude spirituelle. Robert Charbonneau, Robert Élie, Langevin, tous ces auteurs-là qui réfléchissent sur la vie, qui d'ailleurs prennent la trame amoureuse comme point de départ, mais qui vont bien au-delà. Poussière sur la ville, ça part d'une relation amoureuse, mais qui va dans une toute autre direction. C'est la même chose avec Jovette Bernier, c'est la même chose avec Eva Sénécal ou Michel Lenormand. C'est un point de départ qui amène vers une totale remise en question des formes romanesques, des discours qui leur sont associés, de la place des femmes et finalement de la place de l'individu dans la société et dans un monde plus large. Donc il y a une part d'introspection du coup qui intervient forcément dans ces romans. De ces 3 destins contrastés, on le voit bien, vous écoutez, qui sont contrastés, là il y a des différences entre les 3 femmes. Lequel vous semble le plus accompli du point de vue de l'écrivain? Ah, choisir. Ça, c'est une question. Les 3 révèlent trois manières de faire dans la littérature qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui.
Eva Sénécal, on parlait tout à l'heure de suicide littéraire, on en voit des auteurs, hommes et femmes d'ailleurs, hein, qui se lancent dans une bataille dans les médias et qui finalement en sortent perdants. Donc je trouve que cette vie littéraire, cette carrière interrompue par une trop grande audace, par une trop grande peut-être révolte, mais qui est en même temps tout à fait bénéfique, on le retrouve peut-être dans certains parcours actuels. Joëtte Bernier qui va d'un chant à un autre, qui va vers les conventions, parfois vers la révolte, vers la radio. Ça aussi, on en voit des auteurs polygraphes qui sont multitalents encore aujourd'hui et qui sont tout à fait révélateurs. Hein. Et puis Michèle Lenormand, c'est celle qui est peut-être la plus pragmatique. Et une auteure, c'est pragmatique et c'est celle qui le démontre le plus possible. Donc je pense que les trois sont tout à fait révélateurs des porte qu'on peut franchir quand on est un écrivain ou une écrivaine dans les années 30 au Québec, mais encore aujourd'hui, je pense qu'il y a une très grande contemporanéité chez ces trois parcours-là, individuellement et collectivement. Joëtte Bernier meurt en 1981, Eva Sénécal en 1988. Comment ont-elles vieilli? Michèle Lenormand, vous l'avez dit tout à l'heure, 1964, donc ça c'est différent, mais comment ont-elles vieilli? Parce que entre les années 20 et les années 80, il y a quand même une différence de société, là, Pour Eva Sénécal, on a une biographie qui a été réalisée qui en parle un petit peu, notamment basée sur des témoignages des nièces et petites-nièces d'Eva Sénécal. On sait qu'elle a été retranchée à un moment à Sherbrooke dans un appartement toute seule. Son mari, ils étaient séparés. Donc c'est quelqu'un qui se tenait loin de la littérature. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de Joëtte Bernier, qui était seule aussi, à Longueuil, dans son petit appartement, avec sa petite voiture. Elle en parle souvent dans des entrevues de l'époque, avec sa cigarette aussi, parce qu'elle fumait beaucoup. Mais Joëtte Bernier se tenait encore au courant de ce milieu littéraire-là. Elle est quand même chroniqueuse à Châtelaine jusqu'en 1974 et elle correspond encore avec des auteurs et surtout des écrivaines qui ont vécu la même chose qu'elle. Par exemple, Joëtte Bernier va entretenir une correspondance fleuve absolument fascinante avec Alice Lemieux, qui elle aussi est une poète de ces années-là, les années 20 et les années 30, qui dans les années 60 revient sur le devant de la scène pour notamment animer les sociétés des auteurs, pour animer le Salon du Livre à Québec, et là la correspondance reprend de plus belle, et ces deux femmes-là, Lemieux et Bernier, vont correspondre pour finalement évoquer la vieillesse. C'est quoi vieillir en tant qu'écrivaine? Et comment on peut mettre un point final à sa littérature? Alors je trouve que c'est intéressant d'étudier cette correspondance-là, mais tous les cas aussi d'auteurs ou d'auteurs vieillissants ou vieillissantes, on entre en littérature et ça, on s'attache beaucoup à étudier ça. Comment on en sort de la littérature et comment les auteurs pensent eux-mêmes à cette fin de la littérature qui arrive de plus en plus. Et donc cette correspondance-là, elle nous montre le corps vieillissant de Joëtte Bernier. Elle se regarde dans la glace, elle se trouve laide, elle se trouve petite, donc vieille. De l'amertume. Il y a de l'amertume. Ah oui. Il y a beaucoup de... Il y a aussi une grande curiosité sur la littérature florissante de la Révolution tranquille. Joëtte Bernier déteste Claire Martin, mais en même temps, elle est fascinée par celui qu'elle appelle Roger Ducharme. Régent Ducharme, elle adore Henri Muller, donc elle s'intéresse et elle est captivée, en même temps conservatrice, elle ne sait pas trop comment se positionner, est un peu réactionnaire et en même temps très avant-gardiste dans sa manière de critiquer ces auteurs-là, et c'est peut-être ce qui la tient aussi encore sur la scène publique à cette époque-là. On va aller vers le public dans un instant, qui a sûrement des questions, parce que c'est passionnant tout ce que vous dites, hein, qui aura sûrement des questions. Avant d'y aller, j'en ai une dernière. Vous rappelez dans la présence de certaines études antérieures à la vôtre, là, qui ont voulu, et c'est l'expression que vous utilisez, désenclaver la littérature des femmes, hein, désenclaver la littérature des femmes. Mais qui nous dit qu'en déplaçant notre regard, pour le mettre dans une perspective plus féministe, en cherchant à montrer la spécificité de ces romancières en tant que femmes de lettres, qui nous dit qu'on ne va pas d'une enclave l'autre et que la spécificité demeure, elle est traitée avec moins de condescendance que dans les années 30 où la spécificité féminine prenait la forme de pages féminines dans les journaux, mais elle est toujours là. Ces romancières sont étudiées en tant que femmes. Est-ce une impasse? Là aussi, c'est une question. Hein. Pour faire simple, moi je m'inscris dans l'histoire littéraire des femmes. Alors c'est sûr qu'on est en train, c'est une marge hein, d'une certaine manière de dire ça, une histoire littéraire des femmes. Il n'empêche qu'on donne déjà de la place à ces femmes-là, qui ne sont plus réservées à un seul encart ou à un petit chapitre dans un livre. Donc déjà, on leur rend une place qui est plus importante. Et faire l'histoire littéraire des femmes, c'est d'abord
redécouvrir des textes, redécouvrir des auteurs, essayer d'éliminer un peu ces pionnières qui ont un peu la figure, la statue, pour voir que l'expression des femmes en littérature, elle se fait de multiples manières, avec de multiples supports, modes d'expression, discours, et donc essayer de rendre un peu cette intelligibilité de l'expression littéraire publique des femmes. C'est un premier pas. Je pense que c'est un premier pas, il faut redécouvrir, documenter ces parcours-là, les analyser dans une perspective de l'histoire littéraire des femmes qui évidemment est nourrie de l'histoire littéraire. Et ensuite, peut-être une deuxième étape, et là on pourrait en jaser aussi, ensuite penser à faire une histoire littéraire intégrée, qui prenne en compte les parcours des grands hommes, qu'on connaît très bien d'ailleurs, mais aussi les parcours de tous les hommes qu'on a complètement oubliés, les parcours des femmes, individuels et collectifs, les parcours des auteurs et auteurs migrants-migrantes. Ça sera volumineux, ça? Ben oui, mais c'est ça qu'on a besoin de faire. L'histoire littéraire, et en fait, les sciences humaines ont comme impératif l'objectivité et l'exhaustivité en apprentissage. On essaye de rendre compte le plus fidèlement possible de tout ce qui a été avant nous. Et ça, bah évidemment, ça passe par une histoire volumineuse. Mais je pense qu'on est rendu là. Ouais. Et qu'il y aurait l'intérêt peut-être de montrer les limites des étiquettes et de permettre à quiconque d'accéder, pas à quiconque, mais à tous ces écrivains d'accéder à l'universel. Mais non plus renvoyer, par exemple, pour l'écrivain migrant à une littérature migrante, pour une femme à une littérature des femmes, etc. Et puis après, il faut les confronter. Ouais. Alors ça, c'est ce que les études de genre font, mais confronter la dimension du genre par rapport aux hommes et par rapport aux femmes. L'histoire littéraire ne s'est toujours intéressé qu'aux femmes, oh mon Dieu, non, c'est un lapsus non révélateur, mais toujours aux hommes. L'histoire littéraire des femmes essaye de les réintégrer dans ce discours, dans ce continuum, dans ce phénomène de littérature et d'autonomisation de la littérature. Après, est-ce qu'on peut essayer de croiser, voir des points communs? Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans cette étude. C'est sûr que je prends un groupe de femmes, mais j'essaie toujours de voir quels sont leurs liens avec les hommes, comment elles se nourrissent de ces autres rapports. Il y a des auteurs qui apparaissent aussi, hein, Harry Bernard, Rex Desmarchais, pour montrer que le phénomène du roman des femmes dans les années 30 est à la fois tout à fait particulier des conditions d'expression littéraire des femmes, mais qui est en même temps révélateur d'un plus large phénomène et processus à l'époque. Très bien. Alors, question du public, je suis sûre qu'il y en a, ou des commentaires, ou des réflexions. Monsieur. Oui, Javette Vernier, son premier roman, Les chairs décevantes, vous avez dit que ça avait fait scandale. En quoi est-ce que c'était un scandale? C'est un roman... alors, on va essayer de dissocier deux choses. C'est un roman qui, sur la forme et sur le fond, va dans des directions qu'on a peu l'habitude de connaître et de voir en fait au Québec à cette époque-là. C'est un roman à la première personne, qui n'a pas une narration linéaire, hein, en chapitres très bien définis, c'est une narration en fragments. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en France à cette époque-là. Je parlais de Gide tout à l'heure, mais Gide fait beaucoup ça avec l'Immoraliste et les Nourritures terrestres, tous les romanciers d'ailleurs qui sont affiliés un peu à la prose gidienne. Donc sur la forme, il y a déjà quelque chose qui est tout à fait nouveau. Il y a ce personnage qui essaye de s'exprimer avec un journal intime, mais c'est pas un journal intime, c'est un carnet adressé au fils et en même temps au père et puis en même temps à nous-mêmes. La forme est tout à fait bizarre, c'est fragmenté et hybride. Ça, c'est la première chose qui, non pas crée le scandale, mais qui en tout cas étonne énormément la critique de l'époque. La deuxième chose, c'est sur le fond. L'histoire de La chair décevante, c'est l'histoire d'une fille-mère en 1931. Je pense que rien que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour les conventions de l'époque. Et c'est une fille-mère qui décide, d'une part, de revendiquer le fait qu'elle est une mère. Donc elle revendique sa maternité profondément, elle l'assume. Et en plus de ça, elle continue d'être une femme qui a un corps, très simplement. On n'en parle pas, hein, à cette époque-là du corps des femmes, mais elle a un corps. Elle a des désirs, des sens, une sensualité. Elle aime plusieurs hommes. Tout ça dans un Québec où la seule chose qu'on dit aux femmes de faire, c'est soit devenez des épouses, puis faites-nous des jeunes Canadiens et des jeunes Canadiennes françaises, ou alors devenez religieuses. Là, on a un parcours totalement inconventionnel qui va se terminer, je vends le punch, mais en même temps, c'est pas ça le plus important, je crois, qui va se terminer dans la folie. Et là, on a un personnage de femme qui devient folle.
et dans sa folie, elle renverse un peu les limites du langage, les limites de ce qui est attendu de voir chez un personnage féminin et dans un roman à cette époque-là. Donc tout ça va un peu pulvériser les attentes des critiques littéraires de l'époque, et on va surtout s'attaquer à ce roman psychologique de la sensualité qui fait l'apologie de la sensualité féminine à un moment où les femmes ne devraient pas, surtout pas, ne devraient pas être incarnées. Alors il y a un scandale qui dure à peu près 3 mois, Camille Roy prend parti, l'abbé Bethléem, qui est l'auteur des romans à proscrire, prend parti aussi. Ça c'est en France, l'abbé Bethléem. Exactement. Alors lui il dit, c'est le roman dont on ne s'attendait absolument pas de notre Canada français. Alors lui il est extrêmement déçu, hein. Lui il voulait voir encore Maria Chapdelaine choisir son pays. Avec Jovette Bernier, on est loin de Maria Chapdelaine et on est loin de tous les possibles offerts en littérature aux femmes à cette époque. Mais il y a d'autres romans, je pense à Orage sur mon corps, là. Ça aussi, et c'est d'un homme, ça. Et ça c'est en 43-44. Et il y a une autre auteure à cette époque-là, Désespoir de vieille fille, de Thérèse Tardif, une femme qui se lamente et qui est en colère contre le monde. C'est sûr qu'Orage sur mon corps, là c'est un roman sur l'homosexualité, ça commence avec ce jeune homme qui est renvoyé de chez ses parents parce qu'il a commis le péché avec d'autres hommes et qui ensuite va chez une prostituée qui dit « Oh oui, soyons voluptueux, soyons voluptueux ». Là aussi, on est quand même loin de Maria Chapdelaine et de l'appel de la race. Hein. Ouais. D'autres questions, commentaires? Oui? Oui, je me demandais parce que, vous avez beaucoup parlé du lien avec les hommes, de la réception des hommes, mais entre elles, autant ces 3 femmes-là que le portrait de groupe que vous faites, parce que des fois, les femmes peuvent être très sévères l'une envers l'autre, ça m'a déjà frappé, comme elles ne se permettent pas de critiquer beaucoup, par exemple, l'ouvrage d'un homme, mais quand c'est une femme, elles vont se le permettre beaucoup plus. Donc, je me demandais si vous aviez remarqué ça, s'il y a des dynamiques particulières, comment elles se jugent entre elles et comment elles s'aident ou se nuisent. En effet, merci pour la question. Il y aurait une étude fascinante à faire sur l'amitié et la concurrence entre ces femmes-là, parce que évidemment elles se connaissent toutes, les réseaux littéraires surtout à Sherbrooke sont tout petits. Alice Lemieux, Simone Routhier, Jovette Bernier, Eva Sénécal, c'est ce que Alfred Desrochers nomme le quatuor des jeunes filles. D'ailleurs il a une très belle phrase, il dit que les femmes prennent d'assaut la forteresse de la poésie et qu'elles nous montrent de la lingerie. Alors mon Dieu, on est vraiment... et il dit on va regretter bientôt nos Nelligan et nos Lozo. Donc ces 4 femmes-là se connaissent bien entendu, elles fréquentent les mêmes réseaux, elles gagnent parfois les mêmes prix ex aequo. Je pense à Lemieux et à Routhier qui gagnent le prix David pour le ex aequo. Alors elles se connaissent et forcément elles se toisent parce que toutes veulent quand même devenir la première femme de lettres au Canada français, surtout Sénécal. Et Sénécal a un rapport très ambivalent avec ces 3 femmes-là. Avec Alice Lemieux, c'est peut-être avec celle avec laquelle elle a le plus d'affinité, tant sur le plan esthétique que social. Alors elle est très sévère envers la prose, la poésie naïve d'Alice Lemieux, mais en même temps elle l'estime beaucoup, elle pense que c'est quand même quelqu'un qui va faire ses armes. Avec Routhier, avec Bernier, c'est beaucoup plus difficile parce que d'abord il y a une concurrence très forte au niveau de la profession. Jovette Bernier est chroniqueuse à la Tribune et Eva Sénécal meurt de devenir chroniqueuse à la Tribune. Alors c'est sûr qu'elle suit un peu les allées et venues de Jovette Bernier et elle observe aussi que Jovette Bernier, selon elle, est une coucheuse, quelqu'un qui va aller chez le patron de la Tribune, qui va faire les beaux yeux à tel poète, tel homme de lettres. Alors c'est sûr que là il y a vraiment des lettres qui sont tout à fait fascinantes. Toutes ces femmes vont goûter la vie parisienne, elles vont s'encanailler, moi je reste au Canada, etc. Avec Simone Routhier, ça va encore plus loin, et ça c'est intéressant sur le plan littéraire. Selon Eva Sénécal, Simone Routhier n'a pas de cœur, mais elle a un cerveau. Qui a un cerveau, selon Eva Sénécal? Les hommes. Mais les femmes, elles, réagissent avec leur cœur. Alors évidemment, Simone Routhier, c'est l'anti-femme et c'est un peu celle qui usurpe la place de Eva Sénécal alors qu'elle ne fait pas de la poésie féminine. Et en même temps, ces femmes-là vont continuer de correspondre. Dans les années 50 et 60, on retrouve des photos où elles sont toutes les 3, toutes les 4, assises sur le perron d'une maison ou dans le salon de l'une ou de l'autre. Et Alice Lemieux et Bernier, donc on en parlait tout à l'heure, vont continuer à échanger. Jovette invite Alice dans son chalet à Saint-Fabien et puis c'est vraiment les seuls amis qu'il leur reste. Donc il y a ce rapport tout à fait ambigu, ambivalent, qui s'explique d'une part
par les relations sociales qui sont inhérentes à toute relation intersubjective qu'on peut avoir, et en même temps la position littéraire qui est importante. Qui c'est qui va réussir à éditer chez tel auteur? Qui c'est qui va réussir à se montrer sous son plus beau jour? Qui va réussir à devenir la première au Canada français? Oui, madame. Je crois que c'est Bernier, mais qu'est-ce qu'elle reprochait à Claire Martin? C'est très bref ce qu'elle dit. Le style de Claire Martin est net, bref, sans plus. Je cite de mémoire. Donc, c'est pas très intéressant selon elle. Ça vaut le coup de la littérature, et notamment le prix. Je crois que c'est le gouverneur général qui remporte Claire Martin en 65 pour Dans un gant de fer. Mais ça ne vaut pas pour elle Henri Muller, ça ne vaut pas Germaine Guévremont, qu'elle aime beaucoup, et ça ne vaut pas, sûrement pas Régent Ducharme, qui a une certaine audace esthétique et qui lui rappelle presque un petit peu ce qu'elle-même a vécu dans les années 30. Donc c'est pas seulement une rivale potentielle qu'elle balaie du revers de la main. Mais parce que là déjà elles sont à une... son jugement. C'est esthétique, et puis surtout elles sont dans deux positions différentes. Claire Martin est beaucoup plus jeune que Bernier. Bernier est à l'arrière-garde un peu, elle fait partie de ces vieilles écrivaines, comme les vieux écrivains d'ailleurs, Lionel Groux est à peu près au même stade à ce moment-là, qui juge un peu la production, et surtout qui est étonné par toute cette révolution tranquille qui se manifeste dans la littérature de l'époque. Donc on retrouve ça dans quelques lettres. Elle commente un peu Claire Martin ou Régent Ducharme, mais sans être opposée, mais sans être non plus totalement adhérente à cette nouvelle forme d'écrire au Québec. Madame ? Vous y avez peut-être répondu en partie, mais qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet? À la base, c'est un coup de foudre avec Jovette Bernier, mais ça, il y en a qui le savent ici, c'est un peu ma marotte. Je pense que c'est presque une obsession maniaco-dépressive dans le cadre d'un universitaire, mais c'est Jovette Bernier qui a une trajectoire tout à fait folle, à mon avis, notamment avec son roman La chair décevante. Le point de départ, surtout, c'est de voir que Jovette Bernier a marqué les années 30 quand même avec ce roman-là, et qu'elle n'est pas seule, parce que dans le discours historique, malheureusement, jusqu'à très récemment, on pensait qu'il y avait Laure Conant, Gabrielle Roy, Germaine Guévremont, et puis bon, un peu de Jovette Bernier pour faire beau, notamment avec les études féministes. Et on voit en fait qu'il y en a plusieurs des femmes. Et moi, ce qui me captivait, c'est de voir à quel point il y avait une éclosion du roman des femmes, énormément de livres qui sont vendus, et notamment du côté des romans, et en même temps, un silence, mais un silence qui s'explique par de multiples choses. Je pense qu'on ne savait pas non plus comment en parler. Maurice Lemire, c'est pas une attaque contre Maurice Lemire, je pense que c'est quelqu'un qui voulait aussi rendre quand même à la littérature qui voulait finalement rendre compte de la littérature telle qu'elle s'était produite, mais pas avec le même regard qu'on a aujourd'hui, très attentif à la production littéraire des femmes, très attentif aussi aux différentes manières avec lesquelles les femmes vont publier à cette époque-là. Alors moi, c'était ce déséquilibre entre à la fois une présence très forte qui se vérifie ne serait-ce que dans les volumes qui sont publiés, 9 romans publiés en volume en 1937. Pour le Québec de l'époque, c'est beaucoup, et en même temps, une certaine absence relative, parce qu'on en a quand même parlé, mais une absence relative au niveau du discours historique et surtout de notre mémoire. Et je pense que le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de voir les éditions de ces femmes-là. Jovette Bernier a été rééditée dernièrement par Bibliophédès, mais avant ça, la dernière édition datait de 82, au moment où Bernier décède. Mais les autres sont totalement oubliés. Alors, il y avait un décalage, un déséquilibre qui me semblait intéressant de creuser et d'approfondir. Et il y a surtout des femmes, est-ce que je me trompe, mais la bibliographie des études consacrées aux œuvres de femmes est largement dominée par des femmes. Vous vous sentez un peu minoritaire. Il y a bien sûr, je pense à Laurie Saint-Martin, Isabelle Boisclair, il y a quelques hommes, Daniel Chartier, des historiens de la littérature. Est-ce un symptôme que vous vous sentez seul ou pas? Oh, mais la minorité, moi, ça me connaît. Français qui étudie le Québec, un homme qui étudie les femmes. Je deal avec ça depuis un certain nombre d'années. Donc non, je l'étudie pas plus que ça, malheureusement. Ou heureusement, justement. C'est plutôt heureusement. Oui, il faut dépasser cette... Oui, très bien. Questions, commentaires? Alors, il y a ce livre qui vous attend, si vous voulez, de l'amour et de l'audace. Pourquoi de l'audace?
De l'amour, on a compris. C'est l'amour tortueux, mais de l'audace... La première chose, je pense qu'un titre reflète toujours à la fois la thèse, mais aussi la volonté de l'auteur. Donc, de l'amour parce que j'aime ces femmes et parce que je trouve que ça prend de l'audace de faire une recherche universitaire. Mais non, au-delà de ça, c'est un mot qui m'est soufflé par Isabelle Boisclair, et là, je lui rends l'hommage. Elle le dit dans Ouvrir la voie. Hein. Ces femmes-là étaient audacieuses parce qu'elles allaient vraiment remettre en question un certain nombre de formes, de conventions. Alors Isabelle Boisclair dit ça, elle passe très vite parce que c'est pas l'intérêt de son livre, mais il me semble que le mot, c'est le maître mot de cette production-là. Il convient bien. Alors, De l'amour et de l'audace, femme et roman au Québec dans les années 1930, c'est paru aux presses de l'Université de Montréal. Adrien Rano, merci. Vous restez encore un peu parce que certains d'entre vous, je vois des exemplaires dans les mains là, vous pouvez faire dédicacer votre exemplaire si ce n'est déjà fait. Et puis sinon, il y a du vin qui nous attend et on pourra poursuivre l'échange de manière plus informelle. Merci à vous. Merci à vous du public.